La réalité virtuelle, elle a plein d'usages possibles. Ça va du plus connu qui est le jeu vidéo à la formation professionnelle pour des médecins ou de l'entraînement à parler en public. Tout ça c'est possible parce que ça nous immerge dans n'importe quel endroit. Mais alors comment ça marche tout ça? Avant de parler des casques en eux-mêmes, on va d'abord parler de la perspective. Pour pouvoir faire de la vision 3D, il faut montrer des images légèrement différentes à chacun de vos yeux pour créer un effet de perspective comme dans la vraie vie. On appelle ça la stéréoscopie. Ça a touché le grand public lors de l'avènement des films en 3D au cinéma. La perspective et la vision 3D, elles sont entièrement liées à la différence des deux images que vos yeux voient et que le cerveau interprète comme une distance. Plus un objet est proche, plus vos deux yeux vont le voir différemment. Plus il est loin, plus il va être au même endroit dans votre champ de vision. Si je mets mon doigt là, en fait je le vois carrément en double. Alors que si je le mets plus près de la caméra, moi je le vois normalement. Il y a un petit jeu assez sympa à faire chez vous, c'est de mettre un doigt devant vous, demander à quelqu'un de se fermer un œil et de toucher votre doigt en arrivant sur le côté. Bon alors pour le faire, déjà il vous faut une main. Ensuite, si je regarde avec mes deux yeux, je vais pouvoir toucher le doigt à peu près directement. Parce que je connais la perspective, je le vois en 3D. Si je me cache un œil, ça va être un peu plus compliqué. La main va bouger pour que je sois plus au même endroit, et moi, je vais essayer de la toucher. Bon, il m'a fallu 2 essais parce que je me souvenais à peu près d'où elle était. Si on fait ce jeu-là sans faire la version avec les deux yeux avant, c'est beaucoup plus compliqué. La vision 3D, ça peut aussi être simulé avec du mouvement, parce que votre cerveau va être capable d'interpréter s'il y a un mouvement qui a une différence d'image. Sur un écran en 2D, si l'image bouge assez vite, vous allez la percevoir comme étant un petit peu en 3D. Regardez. Et c'est comme ça que les lunettes 3D et les casques de réalité virtuelle fonctionnent. Ils vont vous montrer 2 images un petit peu différentes sur chaque œil pour que vous voyez dans l'espace. Ce phénomène-là, ça s'appelle la stéréoscopie et c'est pas du tout quelque chose de nouveau. On s'en sert déjà depuis longtemps pour faire des illusions d'optique. La grosse différence avec la réalité virtuelle, c'est que les constructeurs essayent de vous donner une immersion totale avec du mouvement. Donc concrètement, en réalité virtuelle, vous avez plusieurs types d'expériences possibles. Soit vous allez regarder une image fixe, une photo qui a été prise en 360 et puis vous regardez autour de vous. Soit vous allez pouvoir regarder un film qui a été filmé en 360 degrés. Soit vous allez pouvoir interagir avec votre environnement et la majorité du temps c'est donc un jeu vidéo. Vous avez des manettes et vous pouvez vous déplacer et aller à des endroits différents. Dans la vraie vie, votre corps il est habitué à ressentir le mouvement que vos yeux voient. Si vous avancez vers l'avant, votre oreille interne va le sentir et va changer votre équilibre pour que vous restiez debout. L'une des expériences les plus bizarres en réalité virtuelle, c'est de se retrouver dans une montagne russe sans avoir de siège qui bouge en dessous de vous. En fait, votre cerveau il va complètement bugger, il va plus comprendre ce que vos yeux voient par rapport à ce que votre corps ressent. Et ça peut vachement déstabiliser. Il y a différents types de matériel pour utiliser la réalité virtuelle, et le plus répandu, c'est votre téléphone. Votre téléphone, il a tous les composants nécessaires pour pouvoir faire de la réalité virtuelle. Et c'est le type d'utilisation le plus abordable parce qu'en fait, vous en avez déjà dans votre poche. Il suffit de rajouter un petit casque par-dessus qui coûte entre une vingtaine d'euros et 300 € pour les plus chers. Mais vu que votre téléphone, il est pas très puissant, en général, c'est pas une expérience d'interaction. C'est-à-dire que vous allez pouvoir regarder des vidéos, vous n'allez pas pouvoir interagir avec le contenu. Pour pouvoir interagir, il faut quelque chose de plus puissant, donc un PC ou une console. Là, vous pouvez vous immerger dans un jeu vidéo ou dans un environnement virtuel dans lequel vous allez pouvoir interagir et déplacer des choses. Il vous faut des manettes, pourquoi pas un tapis pour pouvoir marcher et vous déplacer, et c'est quelque chose de beaucoup plus complexe et beaucoup plus cher à l'achat. Les constructeurs, ils ont compris ça, que l'installation avec des ordinateurs, des câbles de partout, ça devient trop compliqué pour le grand public. Et donc ils sont en train de travailler sur des casques qu'on appelle stand-alone, qui sont beaucoup moins chers, et que vous allez simplement utiliser comme une console de jeux vidéo. Vous mettez le casque, vous avez vos manettes, et c'est parti, plus besoin d'ordinateur. La réalité virtuelle, c'est encore hyper jeune, et pour l'instant, le seul truc qui a vraiment percé, c'est les jeux vidéo. Mais il y a beaucoup d'applications possibles et il y a beaucoup de gens qui y travaillent. When you think about your own life for a moment, think, do I want to immerse myself entirely in a fabricated reality? And if the answer is yes, that's probably because of your economic situation, your social situation, your mental health. And I don't think that the answer to that is like some kind of digital cosh, some digital smack, some binary hallucinogen to extract you yet further from reality. Beaucoup de critiques se focalisent sur le caractère dystopique du métaverse et notamment la dépendance qu'on pourrait développer envers les mondes virtuels. Par exemple, le journaliste Ryan Zieggraf rappelle que Snow Crash, le roman de science-fiction qui a introduit le terme métaverse, était une dystopie dans laquelle le monde virtuel faisait office d'opium du peuple. Dans l'univers sombre de Snow Crash, le gouvernement s'est replié sur lui-même et les terres sont divisées en cités-états franchisées, dirigées par de grandes entreprises. Le triomphe de l'anarcho-capitalisme a entraîné à son tour une montée en flèche des inégalités et une détérioration des conditions de vie, tandis que le métaverse offre aux masses un refuge, ou du moins une distraction, contre la société déchue qui les entoure. L'avenir, si on décide de suivre ce mouvement, sera plein de gens qui resteront chez eux 24 heures sur 24, extrêmement gros, à bouffer de la nourriture par intraveineuse et à se connecter dans cette vie parce que la leur
sera trop tragique. Ces discours apocalyptiques viennent de gens qui sont opposés au principe même de métaverse, indépendamment de l'implication de Zuckerberg ou de Meta. Et si on regarde l'impact qu'a déjà eu Internet, ils ont raison de s'inquiéter. Aux États-Unis, le temps moyen passé sur Internet a plus que doublé en 10 ans, passant de moins de 3 heures à plus de 6 heures par jour et par adulte. En France, la moyenne est un chouïa en dessous à 5 heures par jour, hors activité professionnelle. Ça a des conséquences évidentes sur l'espérance de vie, puisque plus la population est sédentaire, plus le risque d'accident cardiovasculaire augmente, mais aussi sur la santé mentale. Quand vous allez mettre votre casque de réalité virtuelle, vous connecterez à un monde merveilleux. Vous serez plus beau, mieux habillé, votre appartement sera plus grand. Et lorsque vous l'enlèverez, vous reviendrez à la réalité, nécessairement plus terne. Imaginez ce que cela pourrait produire chez des enfants et des adolescents. C'est une bombe à retardement.